Alors écoutez bien, écoutez vraiment. Quand un quart de finale bascule, ce n'est jamais seulement une histoire de but. Ce n'est jamais seulement une histoire de tactique ou de talent. C'est une histoire de décision, de silence et parfois d'images qui restent gravées dans la tête des supporters, bien après le coup de sifflet final, comme une brûlure, ce soir-là, ce soir où l'Algérie est sortie face au Nigeria. Très vite, une question a dépassé le simple cadre du résultat. Une question lourde, gênante. Est-ce que tout s'est joué uniquement sur le terrain parce que ce match, on ne l'a pas seulement regardé, on l'a disséqué, on l'a revu 100 fois, 1000 fois et surtout, on l'a ressenti dans nos tripes, des interventions discutées. Une main dans la surface qui fait débat. Et ce moment précis, ce moment suspendu où la VAR, cette technologie censée protéger l'équité, reste muette. Pas d'écran, pas de relecture, rien. Le vide. Et quand la technologie se tait, le doute, lui, parle très fort. Ce qui frappe, ce qui est le plus douloureux, c'est que ce sentiment d'injustice n'est pas né d'un excès de frustration. Il n'est pas né d'une colère aveugle après une défaite. Il est né d'une accumulation. C'est un peu comme une équipe qui encaisse les coups, minute après minute, sans jamais obtenir le coup franc qui lui permettrait de respirer. À force, la tension monte, les joueurs s'énervent, le banc s'agite et le public comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal, sans forcément savoir mettre des mots dessus. Dans la suite, on va voir pourquoi ce match est devenu bien plus qu'un simple quart de finale perdu. Car au fond, pourquoi cette rencontre compte autant aujourd'hui ? Pourquoi en parle-t-on encore ? Parce qu'elle touche à un principe fondamental, vital. La confiance. La confiance dans l'arbitrage. La confiance dans la VAR. La confiance dans l'idée simple que même quand on perd à armes égales. Depuis l'introduction de l'assistance vidéo, on nous répète la même promesse comme un mantra. L'erreur manifeste doit être corrigée. C'est simple. Si une action décisive est mal jugée, on revient dessus. Pas pour favoriser une équipe, mais pour protéger le jeu. Or, dans ce match, l'impression dominante, partagée par beaucoup d'observateurs neutres, c'est que cette promesse n'a pas été tenue. Des spécialistes de l'arbitrage ont expliqué que certaines situations entraient clairement dans le cadre d'une vérification vidéo. Pas parce qu'elles étaient spectaculaires, mais parce qu'elles avaient un impact direct immédiat sur le score et le rythme du match. Et c'est là que le débat commence vraiment. C'est un peu comme une équipe qui travaille toute la semaine un plan de jeu, mais à qui on refuse systématiquement les moyens de l'appliquer. À la fin, le plan s'effondre, pas par manque de qualité, mais par déséquilibre. Ce match a aussi réveillé une mémoire collective, douloureuse, celle d'autres rencontres où l'arbitrage est devenu le sujet principal après le coup de sifflet final. Et quand ce schéma se répète, même sans preuve définitive d'intention, la suspicion s'installe. Pas contre une personne, contre un système. Maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet. La question qui fâche. Comment un arbitre entouré de technologies, de protocoles, d'assistants, peut-il se retrouver isolé au point que son silence devienne l'élément central d'une élimination ? L'arbitrage moderne n'est plus une affaire individuelle. Chaque décision est collective. Sur le terrain, dans la cabine vidéo, dans la communication entre les officiels. Et quand cette chaîne se grippe, ce n'est pas une faute isolée, c'est tout l'édifice qui tremble. Ce que beaucoup oublient, c'est la pression. Un quart de finale de CAN, ce n'est pas un match ordinaire. Les joueurs jouent leur histoire. Les nations jouent leur image. Et les arbitres, eux, savent que la moindre décision peut déclencher une tempête médiatique mondiale. Certains choisissent alors la prudence extrême, ne pas interrompre, ne pas revoir, laisser jouer. Mais dans certains cas, cette prudence devient une erreur, lourde de conséquences. C'est ici que la VAR devait intervenir, comme un filet de sécurité, pas comme un juge sévère, mais comme un garde-fou. Or, le sentiment dominant après cette rencontre, c'est que ce filet n'a pas été tendu au moment crucial. Alors, passons à une idée essentielle. Ce débat ne devrait jamais devenir une attaque contre une nation, un peuple ou un arbitre en tant qu'individu. Le football mérite mieux que ça. Ce qui est en jeu, c'est l'intégrité de la compétition et la capacité des instances à garantir des règles claires, appliquées de manière cohérente.
Dans la suite, on va analyser précisément comment certaines décisions ou non-décisions peuvent changer le tempo d'un match, influencer le mental d'une équipe et au final, écrire une histoire complètement différente. Avant d'aller plus loin, une chose importante. Le football reste un sport. La passion ne doit jamais basculer dans la haine. On analyse, on critique, on questionne, mais toujours avec respect. Et si ce sujet vous touche, si vous pensez que la transparence est essentielle pour l'avenir du jeu, alors n'hésitez pas à soutenir la démarche. Un like, un commentaire, un abonnement, ça nous permet de continuer à creuser ces dossiers calmement, sérieusement, sans slogan facile. Dans la suite, on va rentrer dans le détail, pas avec des émotions, mais avec une lecture de match, presque comme le ferait un analyste en plateau, à froid, quand le bruit est retombé et qu'il ne reste que les images brutes. D'abord, il faut comprendre une chose simple. Une décision arbitrale ne change pas seulement le score, elle change le comportement des joueurs. Quand une équipe estime qu'un contact dans la surface n'est pas sanctionné, elle modifie instinctivement son jeu. Les attaquants hésitent. Les défenseurs adverses prennent plus de risques. Et petit à petit, l'équilibre bascule. Sur cette rencontre, plusieurs séquences ont provoqué ce sentiment de rupture. Pas une action isolée, mais une succession. Une main potentielle non revue, des contacts appuyés laissés sans sanction. Et surtout, ce moment clé où tout le stade s'attend à voir l'arbitre aller consulter l'écran. Et où rien ne se passe. Ce silence-là est presque plus fort qu'un mauvais coup de sifflet. Des spécialistes expliquent que dans ce type de situation, la VAR peut intervenir même sans demande explicite de l'arbitre central, si l'erreur est jugée claire et évidente. Quand cette intervention n'arrive pas, deux lectures sont possibles. Soit la cabine estime qu'il n'y a pas matière à correction, soit la communication ne fonctionne pas comme prévu. Et c'est là que le débat devient structurel. Parce que l'arbitrage moderne, c'est une chaîne. Si un maillon faiblit, pression, mauvaise communication, interprétation trop prudente, tout le système en souffre. Et le public, lui, ne voit qu'une chose, l'injustice ressentie. Maintenant, parlons des erreurs fréquentes dans la manière dont ce match est analysé par le grand public. Première erreur, réduire toute la rencontre à une seule décision. C'est tentant, mais incomplet. La conséquence, c'est qu'on oublie le reste. Les occasions manquées, les choix tactiques. La correction, c'est de dire ceci. Oui, certaines décisions ont pesé lourd, mais elles s'inscrivent dans un contexte global qui a influencé le scénario. Deuxième erreur, croire que l'arbitre agit toujours avec une intention cachée. Dans la majorité des cas, il s'agit plutôt d'un arbitrage sous contrainte. Pression du score, enjeu du match, peur de se tromper. La nuance est essentielle, sinon on tombe dans le procès d'intention permanent. Troisième erreur, penser que la VAR est une garantie absolue. En réalité, la VAR est un outil. Elle dépend d'humains, de protocoles et de décisions prises en quelques secondes. Quand on l'idéalise, la déception est forcément brutale. Alors, comment lire ce match de manière plus lucide ? Voilà un petit mode d'emploi simple pour tout supporter qui veut comprendre sans s'enflammer. Dès les premières minutes, observez la tolérance de l'arbitre dans les duels. Est-ce qu'il coupe le jeu rapidement ou laisse beaucoup jouer ? Ça donne souvent la tonalité du match. Ensuite, regardez la réaction des joueurs après une décision litigieuse. Si les cadres commencent à parler plus qu'à jouer, c'est souvent le signe que la frustration s'installe. Sur les phases dans la surface, un indice clé, la position de l'arbitre par rapport à l'action. S'il est masqué et que la VAR n'intervient pas, le risque d'erreur perçue augmente fortement. Enfin, surveillez les temps forts. Une décision contestée juste avant ou juste après un but a un impact psychologique bien plus fort que la même action à la 5e minute. Maintenant, imaginons quelques scénarios alternatifs. Et c'est important de le faire sans certitude absolue. Si certaines actions avaient été revues,
Le match aurait pu changer de rythme. Peut-être un penalty, peut-être un carton, peut-être simplement un signal envoyé aux joueurs que certaines limites ne devaient pas être dépassées. Rien n'est garanti, mais les variables auraient été modifiées. À l'inverse, même avec des décisions différentes, rien n'assure une victoire automatique. Le football n'est jamais linéaire, et c'est justement pour ça que la transparence arbitrale est cruciale. Elle enlève au moins le doute sur l'équité du cadre. Alors, comment savoir si une équipe vit un bon ou un mauvais jour d'arbitrage au-delà du score? Il y a des signaux simples. Quand les décisions sont cohérentes des deux côtés, même si elles sont sévères, les joueurs s'adaptent. Quand elles semblent fluctuantes, les signes de nervosité apparaissent très vite. Contestation, faute d'agacement, perte de concentration. Un mot aussi sur les styles de jeu. Une équipe qui joue beaucoup dans la surface dépend énormément de la lecture arbitrale. Les appels, les duels, les protections de balles deviennent plus risquées si les fautes ne sont pas sifflées. À l'inverse, une défense agressive est avantagée quand la ligne de tolérance est haute. Ce n'est pas une question de niveau, mais de compatibilité avec l'arbitrage du jour. FAQ rapide, parce que ces questions reviennent tout le temps. Pourquoi ce genre de match laisse une trace aussi profonde? Parce qu'il combine enjeux sportifs, émotions nationales et sentiments d'impuissance. Pourquoi la VAR n'a pas calmé la polémique? Parce que son absence d'intervention est perçue comme un choix, pas comme une neutralité. Pourquoi les débats durent des années? Parce que sans explication claire et pédagogique, le doute s'installe durablement. Avant de conclure, un message important. Le football a besoin de passion, mais aussi de recul. Pas de haine, pas de raccourci. Questionner un système, ce n'est pas attaquer des individus ou des nations. C'est demander des garanties pour l'avenir. Si vous voulez aller plus loin en tant que supporter expert, voilà un petit plan simple sur une semaine. Revoir les séquences clés du match sans commentaire, comparer avec des situations similaires dans d'autres compétitions, comprendre le protocole VAR officiel, observer comment d'autres équipes gèrent de ce type d'arbitrage et surtout, garder en tête que le jeu reste imprévisible. Et pour finir, rappel essentiel. Dans le football, il n'y a jamais de vérité absolue. Il y a des faits, des interprétations et des émotions. Le respect du fair play et des règles doit rester au-dessus de tout. Si ce format vous plaît, si vous aimez les analyses posées, longues, argumentées, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre avis en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin sur la question de l'arbitrage moderne et de ses limites. Restez avec nous, le débat ne fait que commencer. Et maintenant, on arrive au point où cette histoire dépasse le cadre du match. Parce qu'à force de revoir les images, d'écouter les analyses, une évidence s'impose. Ce qui est contesté ici, ce n'est pas seulement une décision, c'est le silence autour de cette décision. Et dans le football moderne, le silence institutionnel est souvent ce qui alimente le plus la colère. Quand aucune explication claire n'est donnée, chacun comble le vide à sa manière. Les supporters avec leurs émotions, les médias avec leurs angles, les réseaux sociaux avec leurs excès. Et c'est comme ça qu'un match devient un symbole. Pour beaucoup, cette élimination n'est plus seulement une défaite sportive. C'est le sentiment d'avoir été privé d'une chance équitable d'aller au bout. Il faut aussi parler de responsabilité collective. Un arbitre n'est jamais seul. Il est entouré, guidé, parfois freiné par des protocoles, des consignes, une hiérarchie. Quand une erreur est reconnue ou perçue comme telle, la question n'est pas de désigner un coupable unique, mais de comprendre comment le système a permis que cela arrive sans correction. C'est là que le débat devient presque philosophique. Le football accepte l'erreur humaine, mais il a introduit la technologie précisément pour limiter son impact. Quand cette technologie n'est pas utilisée dans des moments clés, elle cesse d'être une protection et devient une source de frustration supplémentaire. Et ça, c'est dangereux pour la crédibilité du jeu. Beaucoup font aussi une confusion fréquente. Réclamer justice ne veut pas dire réclamer un trophée ou une qualification rétroactive. Dans la majorité des cas, les supporters demandent autre chose, une reconnaissance, une explication officielle, la certitude que ce type de scénario sera mieux géré à l'avenir. Parce que sans cette reconnaissance, le message envoyé est simple et brutal. Accepter et passer à autre chose. Or, le football n'avance jamais quand on demande aux gens d'oublier sans comprendre.
Alors, comment transformer cette colère en quelque chose d'utile? D'abord, en exigeant plus de pédagogie. Pourquoi la VAR n'est pas intervenue? Pourquoi l'arbitre n'a pas été invité à revoir l'action? Quels critères précis ont été appliqués? Ce sont des questions légitimes, pas des attaques. Ensuite, en rappelant que la réforme ne vient jamais d'un seul match, mais d'une accumulation de cas. Chaque polémique non traitée devient une couche de défiance supplémentaire. À l'inverse, chaque explication claire, même imparfaite, restaure un peu de confiance. Un ancien entraîneur me disait un jour, les joueurs acceptent presque tout, sauf l'incohérence. Et c'est exactement ça. Une décision sévère mais cohérente passe mieux qu'un silence incompréhensible. À ce stade, une chose est claire, cette affaire est devenue un test pour les instances, un test pour la transparence et un test pour la capacité du football à se regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Avant de conclure, un avertissement essentiel. Le débat doit rester propre, pas d'insultes, pas d'amalgame, pas de haine envers des peuples, des nations ou des individus. Le football est un langage universel, pas un champ de bataille. Défendre l'équité ne justifie jamais les débordements. Et maintenant, la question vous revient. Est-ce que vous pensez que ce type d'affaire peut vraiment faire évoluer l'arbitrage? Est-ce que la vérité finit toujours par sortir dans le football moderne ou est-ce que certaines zones d'ombre sont condamnées à rester floues? Dites-le dans les commentaires. Échangeons calmement, intelligemment. Si ce sujet vous touche, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout restez avec nous parce que cette histoire, elle n'est pas terminée. Et le football, quand il est confronté à ses propres contradictions, devient plus intéressant que jamais. Et pour vraiment refermer ce dossier, il faut prendre un pas de recul. Le football ne se répare pas en un jour, ni avec une seule affaire. Il se répare par une accumulation de prises de conscience, par des débats posés, par des décisions expliquées, même quand elles sont imparfaites. Ce qui restera de cette histoire, ce ne sera peut-être pas le détail exact d'une action ou d'une image arrêtée. Ce qui restera, c'est la question qu'elle a posée à tous. Est-ce qu'on accepte encore que des matchs de très haut niveau se jouent sans transparence totale sur les décisions clés? Ou est-ce qu'on exige collectivement un football plus lisible, plus assumé, plus pédagogique? Parce qu'au fond, le vrai danger, ce n'est pas l'erreur. Le vrai danger, c'est l'habitude. L'habitude de ne pas expliquer, l'habitude de laisser passer, l'habitude de demander aux supporters d'oublier sans comprendre. Et ça, à long terme, ça abîme bien plus que n'importe quelle défaite. Le football a toujours avancé quand il a accepté de se remettre en question. L'introduction de la VAR en est la preuve. Mais une technologie n'a de sens que si elle est utilisée avec courage et cohérence. Sinon, elle devient un symbole vide et parfois même un amplificateur de frustration. Alors oui, ce match restera controversé. Oui, les débats continueront et c'est normal. Ce qui serait anormal, ce serait le silence, ce serait l'indifférence, ce serait de faire comme si rien ne s'était passé. À vous maintenant, continuez à regarder le jeu avec passion, mais aussi avec esprit critique. Continuez à aimer votre équipe sans perdre de vue les valeurs du sport. Et surtout, continuez à poser des questions. Parce que le football appartient à ceux qui le vivent, pas seulement à ceux qui le dirigent. Merci d'avoir pris le temps d'aller au bout de cette analyse. Si vous voulez la suite de ce type de contenu, vous savez quoi faire. Like, abonnement, commentaire. On se retrouve très bientôt. Le football, lui, n'attend jamais.